bonsoir à toutes et tous. Euh, merci de votre présence à cette séance de séminaire. Merci à Jésabel Coupé-Soubeyran et à Denis Durand. Alors, je vais brièvement les présenter. Donc, Jésabel est économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en économie monétaire et financière. Elle est également conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages qui marquent le débat et l'actualité. Alors, pour partir des plus récents, je veux citer le rôle de la politique monétaire dans la transition écologique, un tour d'horizon des différentes options de verdissement, la monnaie hélicoptère contre la dépression dans le sillage de la crise sanitaire, ça c'était paru l'année dernière, et paru encore plus tôt l'année dernière, un drone monétaire pour remettre la politique monétaire au service de tous. Denis Durand est directeur de la revue Économie et Politique. Il est également, je tiens à le souligner, membre du conseil d'administration de la Fondation Gabriel Péri. Il est ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancien syndicaliste et ancien directeur à la Banque de France. Comme il a mon âge, eh bien, nous avons l'âge d'être des anciens dans un certain nombre de domaines. À tous ces titres, Denis est l'auteur de nombreux travaux et rapports dans le domaine économique. Alors, le sujet que nous abordons ce soir est celui des politiques macroéconomiques avec comme intitulé « Politique macroéconomique, une nouvelle donne ». On voit bien en effet que la pandémie et la crise sanitaire ont grandement accéléré des phénomènes qu'on voyait déjà poindre depuis quelque temps, avec l'arrêt de l'activité, arrêt brutal engendré par la diffusion de la Covid. La question s'est posée à une échelle inconnue jusqu'alors de définir des plans de soutien à l'économie et de mettre en œuvre des plans de relance qui sont dans certains cas massifs. Par bien des aspects, ces mesures remettent en cause les dogmes de l'équilibre budgétaire que constituaient par exemple les critères de Maastricht et le pacte budgétaire européen. Bref, elles auraient été impensables il y a seulement 3 ans, comme l'aurait été le plan de relance de 2 milliards de dollars décidé par l'administration Biden. Pour autant, rien n'indique aujourd'hui que les politiques d'austérité et de réduction de la dépense publique soient abandonnées. Il est donc très important de comprendre à quelles évolutions nous avons à faire face et quels sont les différents possibles qui sont devant nous. Notre séance a également une autre caractéristique. C'est une séance qui est commune à 2 séminaires de la Fondation. L'un qui est en cours, l'autre qui, en quelque sorte, s'ouvre ce soir. Donc, le premier qui est en cours est intitulé « Face à la pandémie des choix de société ». Il a été conçu dans la suite d'un numéro de notre web magazine Silomag, qui est paru en juillet 2020. Il pose la nécessité de l'intervention de la pensée critique pour réfléchir, au-delà de la crise sanitaire, sur la nature de la crise de civilisation que nous vivons et sur les changements de trajectoire indispensables face au désastre des politiques néolibérales. Notre séance de ce soir est sa 3e séance à ce séminaire-là. L'autre séminaire, donc, qui s'ouvre ce soir, est intitulé « Capitalisme vers un nouveau paradigme ». Son objectif est d'analyser les redéploiements et restructurations des objectifs, des conceptions, mais des stratégies et aussi des formalisations théoriques qui caractérisent le capitalisme aujourd'hui. Et on voit bien que les thèmes ne manquent pas, du capitalisme vert à l'entreprise de mission, en passant par le protectionnisme national ou continental, ou encore la thématique du retour de l'État. Tout ça, ça nous impose un travail de connaissance et de compréhension d'une réalité qui, nous le voyons bien, est en mouvement. Donc ce séminaire qui démarre ce soir se déroulera sur une période de 18 mois. Il pourrait se composer de 8 séances à raison d'une séance tous les 2 mois et il sera normalement clôturé par un colloque dans le courant de l'année 2022. Il devrait faire également l'objet d'une publication au cours de cette même année. Il sera conçu et se déroulera
en coopération avec la revue Économie et Politique. Cette coopération prendra notamment la forme d'une restitution des différentes séances dans les numéros de la revue qui viendront en complément du fait que nos séances, évidemment, sont sur Internet. Alors, pour ne pas rallonger, je vous fais l'économie du programme que nous avons déjà envisagé. On le publiera très prochainement sur le site de la Fondation. Je vais donc passer la parole à nos deux débatteurs et je vous indique de manière pratique que, évidemment, dans des séminaires et des webinaires de cette nature, nous ne pouvons fonctionner que par questions-réponses. Donc, je vous invite, lorsque vous en aurez, à activer l'onglet questions-réponses et à écrire vos questions, ce qui permettra, dans la deuxième partie, les introductions auront été faites, d'avoir un échange entre vous et nos deux intervenants. Voilà, je vais donc passer tout d'abord la parole à Denis Durand pour une vingtaine de minutes environ. Eh bien, merci Alain. On va essayer de bien employer l'heure et demie qui est devant nous. Donc moi, j'ai essayé de proposer une forme de réponse à la question qui sert de titre à cette séance, une nouvelle donne des politiques macroéconomiques avec un point d'interrogation. Et l'élément de réponse que j'essaye d'esquisser, mais qui sera l'objet de, j'espère qu'il peut être discuté, c'est qu'il y a bien la recherche d'une nouvelle donne à l'échelle mondiale en ce moment, à l'occasion en quelque sorte de la double crise, la crise jumelle sanitaire et économique qui est en cours, sous l'impulsion principalement des dirigeants américains, mais cette nouvelle donne cherche à être à la fois plus nouvelle et plus mondiale que ce qui a été fait jusqu'à présent, mais je pense qu'elle n'est pas assez nouvelle et pas assez mondiale. Ce sera la deuxième partie de mon exposé en quelque sorte. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Donc, on sait très bien qu'on est en train de vivre des événements économiques en particulier, mais pas seulement, tout à fait extraordinaires. Alors, je me suis permis, en essayant de ne pas trop m'y appesantir, de prévoir de commencer un petit développement rétrospectif, historique, qui montre un petit peu la façon dont, une inspiration marxiste, nous voyons un peu l'histoire économique, pour replacer les événements en cours, qui sont très rapides, qui sont très nouveaux, dans un cadre un petit peu plus, avec une perspective beaucoup plus longue, pour essayer de comprendre et de poser les questions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui est en train de se passer par rapport à ce qu'on a déjà connu dans le passé? On sait donc que pour nous, l'économie, le rythme de la vie économique est rythmé par l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, c'est une masse d'argent qui cherche à s'accumuler sans cesse en accumulant toujours de l'argent à travers l'extraction de profits. Et nous savons aussi que ce processus est le siège de contradiction et que par conséquent, ça produit des alternances entre des périodes de prospérité et des périodes de difficulté dans lesquelles l'accumulation des capitales est plus difficile. Je vais tenter de montrer une diapo. J'espère que les spectateurs vont s'y retrouver. Et pour cadrer un petit peu le type de raisonnement qu'on fait dans ce contexte-là. Et vous devez voir en ce moment un graphique qui montre, un dessin qui montre des flèches qui montent et qui descendent. Les flèches qui montent indiquent les périodes de prospérité et les flèches qui descendent des périodes de difficultés durables. Et on peut lire... On voit pas ton écran. Alors, pourtant, je suis en train de le partager. Donc, ça pose un problème. Donc, tant pis, je me passerai commencer, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. Bon, alors pour l'instant, je vais me passer de ça. Et puis, je ferai sans graphique parce que c'est pénible pour les auditeurs. Donc, ce que nous avons connu, c'est donc cette alternance, des périodes. Et donc, la dernière grande période d'expansion et d'accumulation du capital brillante avec des taux de profit qui se maintiennent et même qui se renforcent au fil du temps, c'est la fameuse période des 30 Glorieuses qui, en fait, prend sa source dans les transformations structurelles qui sont intervenues dans les années 40, qui ont
à travers un processus de dévalorisation du capital public, favoriser la rentabilité du capital privé, la constitution de groupes industriels et financiers et leur développement avec une expansion tout à fait brillante jusqu'à la fin des années 60. Mais on a pu constater aussi à ce moment-là que les mécanismes qui avaient permis cette expansion de ce qu'on a appelé à l'époque le capitalisme monopoliste d'État, qu'on appelle toujours dans ce régime-là en réalité, se sont grippés, se sont révélés inefficaces en termes d'efficacité de l'accumulation du capital à la fin des années 60. Et il a fallu, alors on l'a constaté par différents signes, l'accélération de l'inflation, la montée du chômage inexorable, etc., les récessions qui se sont succédées, et il a fallu une dizaine d'années pour prendre conscience que on ne trouvait pas la solution avec les techniques antérieures, avec les politiques qualifiées de keynésiennes qui avaient été menées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que délibérément, sous l'influence d'idées néolibérales, il a été décidé de porter au pouvoir les marchés financiers. Et toute une série de mesures de politique économique, de politique monétaire en particulier, ont eu pour objet et pour effet de mettre en quelque sorte le financement de l'économie dans les grands pays industrialisés sous le contrôle en quelque sorte des grands acteurs des marchés financiers, c'est-à-dire les grandes banques internationales, les compagnies d'assurance, les fonds de placement, les fonds de pension. Et ça s'est produit au tournant des années 70 et 80, et ça a eu des effets. Ça a effectivement permis de faire remonter la part des profits dans la valeur ajoutée un peu partout dans le monde développé. Ça a permis un certain redressement de l'efficacité du capital, qui est l'autre composante à partir desquelles se constituent les taux de profit. Et tout ça jusqu'au tournant du siècle. Et puis au début du XXIe siècle, on s'aperçoit que de nouveau, ces mécanismes ne permettent pas ce qui s'était produit dans des périodes antérieures, à savoir une relance durable et dynamique et vigoureuse de l'activité économique et surtout de l'accumulation des profits. Et donc, on se retrouve maintenant depuis bientôt 70 ans dans une phase où on n'a pas d'effondrement, on n'a pas la catastrophe économique finale, le Valhalla du capitalisme qui prend feu, mais on n'a pas non plus le redémarrage qu'on a pu connaître à certaines périodes, comme au début du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est dans cette phase où on prolonge les difficultés sans vraiment arriver à sortir de là. Et donc ça a conduit aussi à constater qu'à partir des années 2000, on a fini par se rendre compte que les politiques néolibérales qui avaient permis un certain redressement de la rentabilité à la fin du XXe siècle, elles ne suffisaient plus non plus. Ça a commencé à ne plus marcher. Alors il y a eu des récessions de plus en plus marquées, il y a eu des crises financières qui se sont succédées de plus en plus violentes jusqu'à la fameuse grande crise des subprimes de 2007 qui a présidé à une crise financière généralisée et à ce qu'on a appelé ensuite la grande récession, 2008-2009. Et à ce moment-là, il y a déjà un premier tournant, c'est-à-dire qu'on voit que les formes de l'intervention de l'État dans l'économie deviennent beaucoup plus spectaculaires que dans la période précédente, avec des plans de relance gigantesques aux États-Unis, 500 milliards de dollars, en Chine, un peu moins en Europe, avec un creusement des déficits budgétaires et dettes publiques, avec toutes sortes de spéculations montées là-dessus, à la faveur de l'autre composante de cette transformation des politiques publiques qui s'était déjà des politiques macroéconomiques qui s'étaient déjà manifestées à l'époque, à la faveur d'une expansion extraordinaire pour l'époque de la création monétaire par les banques centrales, avec l'adoption par les banques centrales de politiques monétaires dites non conventionnelles, à savoir un financement extrêmement favorable des banques et le recours à des achats massifs de titres publics, alors même qu'en Europe, cette technique était théoriquement réprouvée par les traités et par le statut de la BCE. Donc ça, c'est là-dessus que nous avons vu. Alors, à la même époque, un autre aspect du tournant qui s'est produit, c'est que la mondialisation industrielle, commerciale et surtout financière qui s'était manifestée à la fin du XXe siècle a connu un petit frein, un premier coup de frein à partir de 2010,
on a un petit peu moins eu tendance à disperser les chaînes d'activité sur l'ensemble du monde. On a essayé, les multinationales qui sont les chevilles ouvrières et les tours de contrôle de cette mondialisation ont modifié un petit peu leur comportement à cette époque-là. Et donc, il y a 10 ans déjà, on avait senti un tournant. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que ce qui est en train de se passer maintenant, est-ce que c'est une nouvelle phase tout à fait différente de ce qui s'est passé préalablement? Alors, depuis la pandémie, il y a effectivement du nouveau. Il y a d'abord le principe du quoi qu'il en coûte dans les politiques de soutien à l'activité. C'est une phrase qui a été employée en France, mais en Europe, évidemment, c'est très spectaculaire parce qu'il a fallu à peu près 15 jours après que le virus est arrivé en Europe pour que les gouvernements de la zone euro, la Banque centrale européenne et la Commission européenne décident, comme si de rien n'était, que les traités européens, on les suspend. Les 3% de déficit, les 60% de dette publique qui étaient la loi et les prophètes jusqu'à cette époque-là, on fait comme si elles n'existaient plus. Et encore aujourd'hui, on considère que ce n'est pas le moment de les remettre en vigueur. On dit que peut-être un jour ça reviendra, qu'il faudra payer la dette, la cantonner, etc. Mais pour l'instant, la situation est tellement grave qu'il faut changer ça. Donc c'est une leçon intéressante d'un point de vue politique parce que ça veut dire que quand les circonstances l'imposent, ceux qui dirigent les entreprises et les gouvernements. Alors aux États-Unis, on a eu des phénomènes à peu près comparables, c'est-à-dire des plans de relance absolument gigantesques sur lesquels je vais revenir dans un instant. Moins en Chine cette fois-ci, parce que les Chinois s'en sont mieux sortis du point de vue de l'épidémie, et c'est le seul grand pays qui n'aura pas connu un recul de l'activité en 2020. Ils peuvent se permettre d'être plus modestes et d'être un petit peu moins coopératifs qu'ils l'ont été en 2008-2010. Donc, pour ce qui concerne les politiques économiques, il y a quand même une différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que du côté américain, on a laissé jouer beaucoup plus les mécanismes du marché, en particulier sur le marché du travail. En 3 semaines, il y a 18 millions d'Américains qui sont au chômage. J'évite de montrer les graphiques parce que j'ai vu que c'était pas forcément très, très efficace techniquement, mais c'est spectaculaire. C'est des courbes verticales en quelques jours. Alors qu'en Europe, on a pris un parti tout à fait inverse. On a essayé d'atténuer le choc, de maintenir les gens dans leur emploi dans une certaine mesure, avec les mécanismes de chômage partiel en particulier. Et donc, on n'a pas tout à fait le même profil des courbes de l'emploi, mais on a mais cela dit, aux États-Unis, ils n'ont pas fait ça, mais ils ont eu des techniques de distribution de chèques aux familles pour les empêcher de devenir sans ressources. Et parallèlement, tout ça sous Trump, parallèlement, la Réserve fédérale américaine s'est lancée dans une politique de création monétaire effrénée, avec plus de vigueur que les banques centrales européennes, même si globalement, à la fin, le résultat est d'ampleur assez comparable en réalité. Mais les États-Unis ont réagi plus vite et de façon plus agile, comme on dit aujourd'hui, que la Banque centrale européenne, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et donc, voilà où on en était au moment où a eu lieu l'élection présidentielle américaine. Et à ce moment-là est arrivé donc un changement politique aux États-Unis. Et là, évidemment, tout le monde est très impressionné par les annonces de Joe Biden. Donc, on avait déjà un plan Trump de soutien à l'économie qui faisait 3 000 milliards de dollars. Et on va s'ajouter 3 plans. Un plan de relance économique de 1 900 milliards de dollars, un plan baptisé plan pour l'emploi qui fait 2 250 milliards sur 8 ans et qui est un plan d'investissement et de développement des infrastructures publiques, et puis un plan famille, un plan pour les ménages, qui vient former une sorte de volet social à cette politique. Donc on a au moins 6 000 milliards en plus de ce qu'il y avait avant. Donc on a près de 9 000 milliards de dollars de dépenses publiques, pas sur un an, mais sur une certaine période. Au total, on n'est pas loin on doit avoisiner les 15 000 milliards dans l'ensemble des pays de l'OCDE recensés. Et donc, on a
cette impulsion tout à fait impressionnante qui a été lancée par Donald Trump. Euh, il y a une dimension sociale dans la politique de Joe Biden, pardon, puisque bon, il avait annoncé qu'il voulait doubler le SMIC aux États-Unis, il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas eu la majorité au Congrès, et ça risque d'être le cas pour un certain nombre d'autres mesures déjà annoncées. Et puis il y a des annonces qui ont une portée internationale pour le coup, avec ces annonces sur la fiscalité, l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, la politique visant à maintenir un taux d'impôt sur les sociétés minimum. Donc ça, évidemment, c'est très nouveau par rapport à tout ce qu'on a entendu répéter sur tous les tons depuis les années 80 et l'hégémonie de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire libérale au sens où c'est le capital qui a les leviers de commande. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas là. Au contraire, il s'appuie énormément sur l'intervention de l'État. Et donc maintenant, alors le problème, c'est que est-ce que tout ça a permis de sortir des difficultés? C'est pas évident du tout. Si on regarde les indicateurs de suraccumulation de capital, par exemple, sur le moyen terme, les indications montrent qu'il n'y a pas de redressement durable de ces indicateurs. Il y a même des signes de dégradation plus ou moins progressive. Je ne développe pas parce que j'ai déjà parlé assez longtemps. On pourrait y revenir. Et pour ce qui concerne l'année 2020-2021, il n'y a pas de perspective de remontée très spectaculaire de la productivité. D'ailleurs, voilà, donc on pourra revenir également sur ce point-là. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit tiré d'affaire. Et donc, mon impression, pour ce qui concerne la deuxième partie de mon intervention, donc, puisqu'il est grand temps d'y arriver, c'est que ce qui a été fait est nouveau, mais ça n'est ni assez nouveau, ni assez mondial pour apporter une solution à la crise. Alors, ça n'est pas assez mondial parce que ce que font les États-Unis ne peut pas être fait partout ailleurs. On l'a dit, ils ont été très forts sur la politique monétaire et ils peuvent se le permettre. Alors, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils en ont vraiment besoin. Comme vous l'avez vu, les chocs sur l'emploi, sur la situation sociale des ménages, surtout les pauvres, sont très violents aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. Et depuis toujours, ça a impliqué que les politiques conjoncturelles aux États-Unis ont toujours été plus actives que dans des pays comme l'Allemagne ou comme la zone euro maintenant. Parce qu'il n'y a pas les mêmes amortisseurs en cas de choc et de récession. Et donc, ils sont obligés de veiller à la conjoncture beaucoup plus, comme à la prunelle de leurs yeux, plus que ne le font les Européens. Mais c'est surtout parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'il y a le privilège du dollar qui permet aux États-Unis d'attirer des capitaux du monde entier, qui permet d'utiliser le dollar, de le faire monter, de le faire baisser en fonction des intérêts du capital américain, ce que d'autres pays développés ne peuvent pas faire, et notamment ce que la zone euro ne peut pas faire, malgré tous ses efforts pour essayer de rivaliser dans l'attraction des capitaux avec Wall Street. Mais du coup, alors, ce que font les États-Unis, ça veut dire que les autres ne peuvent pas faire, et donc ça met une pression terrible sur ces États-là. Je renvoie à un article important que Yves Dimicoli a publié dans l'Économie politique, dans le numéro qui sort aujourd'hui. Donc on peut se procurer, on peut aussi lire l'article sur le blog de la revue. Par exemple, la relance aux États-Unis, la reprise de l'activité était plus forte qu'ailleurs. Les États-Unis sont le seul grand pays où l'activité a rejoint celui de 2019 déjà. Mais ça veut dire que la contrepartie, c'est un creusement du déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et donc, ça veut dire que les Américains sont obligés de faire pression sur le monde entier pour attirer des capitaux, avec toute la complication liée au fait que, pour l'instant, on a des taux d'intérêt très bas, mais il y a des pressions inflationnistes qui commencent à se manifester. Il peut y avoir une rivalité entre les banques centrales pour remonter ou pas les taux d'intérêt. Et donc, tout ceci est créateur de tensions internationales et par conséquent ne répond pas aux besoins d'une coopération, de ces politiques coopératives dont même le FMI se réclame aujourd'hui, mais qui n'ont pas lieu, parce qu'il y a cette rivalité entre impérialistes et cette hégémonie américaine qui fait que moi d'abord, et c'est la continuité d'une certaine façon entre la politique Biden et la politique Trump. Et puis, deuxièmement, ça n'est pas assez nouveau parce que les priorités qui sont données à ces politiques de relance, et là c'est aussi vrai aux États-Unis qu'en France, ce sont des politiques au mieux de soutien à l'investissement et au pire de soutien au profit. Toute la politique Macron, Le Maire, depuis le début de la pandémie, se présente comme une politique de soutien social, de préservation de l'emploi, de préservation des entreprises. Et quand on regarde une par une les mesures qui sont prises, la logique sous-jacente, c'est que ce sont des soutiens au profit.
les baisses d'impôts sur la production, comme dit Bruno Le Maire, la nouvelle diminution de cotisations sociales, soi-disant pour aider à préserver les emplois, etc., et empêcher les entreprises de faire faillite. Et même le chômage partiel, qui est une mesure qui a un caractère social, il consiste en réalité pour l'État à payer les salaires à la place des employeurs. Et donc, ça n'est pas quelque chose qui change les règles du jeu en matière de gestion de l'emploi. Loin de là. Et aux États-Unis, il y a bien sûr des chèques aux ménages, il y a des mesures, il y a une certaine velléité de taxer les riches, d'augmenter les impôts sur les plus riches ou d'augmenter l'impôt sur les sociétés, les grandes entreprises. Mais l'utilisation de cet argent est essentiellement axée sur des investissements dans les infrastructures, sur des investissements dans le capital matériel en quelque sorte. Et mais ce qui est complètement de ce point de vue absent, enfin, ou en tout cas l'accent n'est pas mis sur ce qui est pourtant déterminant dans l'efficacité économique au XXIe siècle, avec la révolution internationale, avec le développement des nouvelles technologies, c'est l'investissement dans l'emploi, l'investissement dans la formation, dans la capacité des êtres humains. Et donc, on n'est pas dans quelque chose de profondément nouveau. Or, l'investissement aujourd'hui, alors il faut des médecins, il faut des enseignants, et il faut des personnels dans tous les services publics. Mais former un médecin, c'est un investissement. C'est payer de l'argent pendant 10 ans pour sa formation, pour lui permettre de vivre. Et c'est seulement dans 10 ans que ça va produire des effets sur la santé des patients et des effets économiques, parce que ça sera une richesse qui sera reconnue socialement par la capacité de la sécurité sociale à percevoir des cotisations. Eh bien, ça n'est pas la priorité dans les politiques qui sont menées aujourd'hui. Et donc là, on n'a pas quelque chose d'absolument nouveau. Et donc, je termine, puisque les 20 minutes sont écoulées. Beaucoup de choses ont évidemment échappé à ce que j'aurais pu dire et à ce que j'aurais dû dire dans ces 20 minutes. J'espère qu'on aura l'occasion de rattraper ces manques dans la suite de la discussion. On va y revenir. Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, ce que je voudrais dire simplement, c'est que j'en déduis des conclusions, si vous voulez, des conclusions de politique économique. Je pense que si on veut apporter des solutions aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, on ne peut plus se contenter, et je pense que là, il y aura un débat intéressant avec Isabelle Coupé-Soubeyran, on ne peut pas dire l'État va déverser de l'argent sur l'économie et puis l'économie en fera ce qu'elle voudra. Parce que concrètement, ça veut dire qu'on laisse les employeurs, les patrons, les détenteurs de capital décider, avec comme critère la baisse du coût du travail, l'augmentation des taux de profit. Et c'est ça qui ne marche pas dans les politiques actuelles. Je pense que ça ne marche pas. Bon. Et donc, nous proposons de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, eh bien, il faut que nous allions voir ce qui se passe là où on prend des décisions sur l'utilisation de l'argent des entreprises, là où on prend des décisions sur l'argent des banques. Et donc, nous proposons évidemment que les politiques économiques soient conçues dans ce sens, modulation de l'impôt sur les sociétés, modulation des cotisations sociales en fonction de la politique des entreprises, mais aussi qu'on prenne au sérieux l'idée d'une prise de pouvoir par les salariés dans l'entreprise, par exemple, par les usagers dans les services publics, pour imposer d'autres critères sociaux et écologiques. Et ça, c'est la condition, parce que si on n'a pas ça, le fait de déverser de l'argent sur l'économie, de l'argent public, à notre avis, produira plus d'effets pervers qu'autre chose. Et ensuite, en plus, on se retournera vers nous en disant, mais regardez, on a déversé de l'argent public, il va falloir payer la dette. Ce qui est une absurdité, mais qui va donner prise à ce genre de retour. Et donc, nous pensons que non, et qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas dire, bon, bah, faisons ça pour l'instant, et plus tard, on s'attaquera au pouvoir du capital. Nous pensons que si, que malheureusement, malheureusement ou heureusement, en tout cas, mais qu'on ne peut pas reporter à plus tard de s'attaquer au noyau dur du problème, qui est cette domination du capital. Et donc, ça a des conséquences politiques, mais ça veut dire aussi, ça sera mon dernier point, que évidemment, ce à quoi nous attaquons est très puissant et très violent, mais en même temps, on peut s'y attaquer tout de suite. La force du capital, c'est qu'il est partout. Il est dans les marchés financiers mondiaux, il est dans les organisations internationales, il est à Bruxelles, à Francfort surtout, il est dans les décisions nationales,
mais il est aussi dans les décisions que prennent les directions régionales des banques, les directions régionales des multinationales, ou qui se prennent localement sous l'influence de ces banques et de ces multinationales dans le moindre territoire. Ça veut dire qu'on peut s'y attaquer aussi à partir du moindre territoire, à partir des luttes sociales qui se développent ou qui devraient se développer, qui trouvent des formes de développement sous une forme ou sous une autre, on ne sait pas. La colère sociale va s'exprimer. Et donc, on a besoin qu'elle s'exprime avec des objectifs. Et nous proposons que ces objectifs ils se concentrent contre cette domination du capital avec des propositions précises, des critères de gestion, une autre utilisation du crédit et des propositions au niveau régional. Et on croit parfois que il y a des élections régionales bientôt, que les régions, c'est un sujet en soi, puis qu'à côté, après, il y aura des élections nationales où on va décider de la grande politique. Mais en réalité, supposons qu'un jour, on ait un gouvernement national qui fasse une grande politique, qui s'attaque aux vrais problèmes de gauche, sociale, écologique, etc., pour résister à toutes les pressions qui lui viendront du dessus, de l'international, de l'européen, et d'en bas, des patrons petits, grands et moyens, surtout les grands, il aura besoin d'avoir des relais au niveau local, régional, et aussi au niveau national, et aussi des alliances internationales. Et donc, il y a une cohérence dans tout ça, et je pense que c'est un des éléments auxquels on doit réfléchir pour juger ce qu'il y a de nouveau, et jusqu'à quel point il y a ou il n'y a pas une nouvelle donne dans les politiques macroéconomiques aujourd'hui. J'ai dépassé de 5 minutes, excusez-moi. Merci Denis. Il y a déjà beaucoup d'éléments pour le débat, donc la parole à Jézabel. Merci beaucoup. Merci Denis pour ta présentation. Merci Alain pour cette invitation, ainsi qu'aux organisatrices qui nous écoutent et qu'on ne voit plus là à l'écran. Je suis assez en phase avec la présentation de Denis. Alors, je vais peut-être me concentrer plutôt sur le niveau européen, parce que tu as une perspective très, très mondiale. Moi, j'aimerais bien faire un coup de projecteur un peu sur ce qui se passe au niveau européen, ce qui se passe au niveau de la zone euro. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la crise sanitaire a transformé la politique économique, et particulièrement en Europe. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'on soit forcément au bon endroit pour autant, mais il y a une transformation assez nette. Donc, bon, évidemment, comme partout, hein, la crise sanitaire a nécessité une réponse forte de politique économique, et je dirais que ça a quand même un peu obligé la zone euro à sortir de sa léthargie en la matière, parce que ça a obligé la zone euro à réhabiliter la politique budgétaire. Il me semble, si vous voulez, qu'une des caractéristiques fortes de la politique économique européenne jusqu'à la crise sanitaire, c'était en fait d'être profondément déséquilibrée, parce que c'était une politique économique qui reposait pratiquement tout entière sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et donc une politique monétaire unique, conçue pour la moyenne de la zone, et qui n'était par définition, qui ne pouvait pas être par définition ajustée aux caractéristiques nationales, et qui ne pouvait pas donc répondre à des désajustements macro-conjoncturels nationaux. Donc il y avait vraiment ce profond déséquilibre de la politique économique avant la crise sanitaire en Europe, une politique économique qui reposait très largement sur la politique monétaire, qui ne laissait quasiment pas de place à la politique budgétaire. Celle-ci était bridée par les critères, les règles budgétaires que Denis a rappelées, qui sont héritées du traité de Maastricht et puis qui ont été par la suite conservées. Et donc, voilà, on avait une politique budgétaire bridée. Et bien, la crise sanitaire a obligé à débrider cette politique budgétaire. Pour combien de temps ? On ne sait pas, d'accord ? Et c'est tout un sujet, sujet de savoir si ces règles budgétaires à l'issue de la crise sanitaire seront rétablies. Comment va-t-on si on ne les rétablit pas telles qu'elles étaient auparavant, comment va-t-on les refonder ? Enfin, c'est un sujet assez important. Donc, réhabilitation de la politique budgétaire, et ça me semble être un point important. Sur le plan de la politique monétaire, et je vais m'y arrêter un petit peu plus en détail, mais sur le plan de la politique monétaire, je dirais qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas une transformation forte, il y a juste
enfin juste, c'est important quand même, mais il y a un changement d'échelle. Hein, c'est-à-dire que la crise sanitaire a obligé à amplifier et à poursuivre, et sans doute pendant longtemps, eh bien, la politique monétaire qui a été menée en Europe depuis la crise financière. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans le même type de politique monétaire qui repose, je vais y revenir, sur ce qu'on a appelé des mesures non conventionnelles, d'accord, donc des mesures un peu exceptionnelles de politique monétaire, sauf que ces mesures exceptionnelles, eh bien, elles vont sans doute constituer la norme de la politique monétaire européenne pendant assez longtemps. Donc, si je me résume un petit peu là, réhabilitation de la politique budgétaire, une politique monétaire qui n'innove pas vraiment, qui n'est pas vraiment différente, mais qui change d'échelle, d'accord, qui est amplifiée et qui va se poursuivre assez longtemps. Et il me semble que l'autre aspect important de la crise sanitaire au niveau de la politique économique européenne, c'est que précisément en réhabilitant la politique budgétaire, eh bien, on s'oblige enfin à combiner les deux. D'accord, et donc à avoir cette combinaison de politique économique, cette combinaison de leviers que nous n'avions pas auparavant. D'accord, donc dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le policy mix. Eh bien, l'Europe n'avait pas de policy mix avant la crise sanitaire. Par la force de cette crise sanitaire, par la réponse qu'il faut y apporter, enfin, on a compris qu'on pouvait combiner politique budgétaire et politique monétaire. Donc, ce sont ça, c'est une transformation importante. Alors, bien sûr, se pose maintenant la question de l'efficacité, d'accord, de ces deux politiques monétaires et budgétaires qui sont conduites actuellement en Europe, et puis l'efficacité de leur combinaison actuelle. Alors, quelques éléments pour essayer d'apprécier l'efficacité de la politique monétaire. Et puis après, je donnerai quelques éléments également sur la politique budgétaire. Alors, sur la politique monétaire, je disais, pas de nouvelle donne, un changement d'échelle, une politique monétaire qui reconduit les mesures qui avaient été prises pour faire face à la crise financière et qui gagne en importance. Alors, aujourd'hui, cette politique monétaire conduite par la Banque centrale européenne, en gros, je ne vais pas être technique du tout, mais elle repose sur deux grands types d'opérations. Deux grands types d'opérations. Des opérations qui consistent en fait à refinancer les banques, sachant que la Banque centrale, c'est la banque des banques. Donc, les banques se procurent les liquidités dont elles ont besoin pour effectuer des règlements entre elles auprès de la Banque centrale. Et depuis la crise financière, c'est quand même assez open bar pour les banques auprès de la Banque centrale. Les opérations de refinancement ont été largement accommodées, comme on dit, d'accord, et elles le sont bien davantage encore avec la crise sanitaire. Donc, déjà, si vous voulez, les banques peuvent se refinancer sur des périodes de temps plus longues. Normalement, les opérations de refinancement, c'est à quelques mois, ça a une échéance de quelques mois, c'est des opérations à 3 mois. Eh bien, les opérations actuelles, ce sont des opérations qui ont une échéance longue, d'accord, de 4 années, jusqu'à 4 années. Ce sont des opérations qui se font à taux nul. Et ça dure depuis un certain nombre d'années. Ça a été reconduit pour répondre à la crise sanitaire. Donc, ça veut dire que la liquidité, la monnaie centrale est gratuite, si vous voulez, pour les banques. Après, les banques sont censées répercuter ces conditions accommodantes sur leurs propres conditions de crédit. C'est ce qu'on attend. D'accord. Donc, de la monnaie centrale gratuite, entre guillemets, pour les banques, voire même subventionnée. C'est-à-dire qu'à certaines conditions, les banques peuvent obtenir ces liquidités auprès de la Banque centrale à taux négatif. D'accord ? Donc, ce n'est pas vrai pour toutes les opérations, mais pour certains types d'opérations, c'est comme si vous voulez, la Banque centrale payait les banques pour qu'elles viennent, d'accord, à son guichet, prendre de la monnaie centrale pour qu'elle soit à l'aise en monnaie centrale et qu'ensuite, elle puisse apporter la réponse qu'on attend aux besoins de l'économie.
Je vais revenir d'ailleurs sur la transmission de la politique monétaire. Donc ça, c'est le premier grand type d'opération, ces opérations de refinancement très accommodantes, à taux nul, voire négatif, à des échéances très longues, donc qui permettent aux banques vraiment d'avoir un accès quasiment sans limite à la monnaie centrale, et c'est censé permettre aux banques, eh bien, elles-mêmes, si vous voulez, de répondre aux besoins de l'économie. Deuxième grand type d'opération, et Denis les a mentionnées, ce sont des opérations de rachat d'actifs. Vous avez tous entendu les expressions quantitative easing, d'accord ? L'expression est devenue courante depuis la crise financière. Alors, ce quantitative easing, ça signifie, si vous voulez, un assouplissement quantitatif de la politique monétaire. Ça consiste en fait à acheter massivement des titres sur les marchés. Et ça a pris une importance considérable. Alors, ces titres que les banques centrales achètent sur les marchés financiers, ce sont en très grande partie des titres de dette, d'accord, des titres d'emprunt sur les marchés, des titres obligataires, et en particulier des titres de dette publique. D'accord ? Donc, et pour ce qui est de la Banque centrale européenne, eh bien, elle achète massivement sur le marché, alors pas sur le marché de l'émission, mais sur le marché secondaire, le marché de l'occasion, si vous voulez. Elle achète donc des titres de dette publique, et j'y reviendrai un petit peu après, eh bien, ça facilite, d'accord, dans une certaine mesure, le financement des États de la zone euro. Je vais y revenir. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ces titres qui aujourd'hui sont détenus par la Banque centrale européenne, par les banques centrales nationales de la zone euro, le tout formant ce qu'on appelle l'eurosystème, eh bien, ces titres qui sont détenus à des fins de politique monétaire, ça représente un peu plus de la moitié du bilan consolidé de l'eurosystème, c'est-à-dire du bilan Banque centrale européenne, Banque centrale nationale, plus de la moitié. En 2000, donc un peu après, si vous voulez, la prise de fonction de la Banque centrale européenne, c'était 0%. D'accord ? Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales de la zone euro créent de la monnaie, non pas en fait en octroyant, en tout cas non pas seulement en octroyant un prêt aux banques, mais en achetant des titres, en décidant d'acheter des titres. Et ça, c'est pas anodin du tout, parce que ça signifie, si vous voulez, que le mode de création monétaire est en train de se transformer. D'accord ? C'est-à-dire que la Banque centrale crée de la monnaie sur un mode différent de celui qu'elle avait auparavant, qui était un mode traditionnel en fait de création monétaire encastré dans la dette. La Banque centrale crée de la monnaie comme les banques créent de la monnaie. Quand je dis comme, c'est-à-dire selon le même mécanisme. C'est-à-dire que normalement, si vous voulez, c'est l'octroi d'un crédit qui fait le dépôt. D'accord ? Donc, si on prend ce mécanisme-là au niveau de la Banque centrale, c'est quand la Banque centrale prête aux banques qu'elle crée de la monnaie centrale. D'accord ? Eh bien, en fait, ça ne marche plus essentiellement comme ça. Aujourd'hui, la Banque centrale crée beaucoup de monnaie en achetant des titres. Et c'est un mode assez différent quand on y pense, parce que ça veut dire, si vous voulez, que ce n'est pas la banque qui va demander un financement à la Banque centrale auquel elle répond. D'accord ? C'est la Banque centrale qui décide, qui décrète qu'elle achète, qu'elle va acheter des titres pour un certain montant. C'est elle qui décide. Et la contrepartie à son bilan, c'est plus un prêt que la banque doit lui rembourser, c'est un titre qu'elle détient. D'accord ? Et donc, vous voyez que la contrepartie change, on n'est plus dans une contrepartie dette, et ça veut dire qu'en fait, cette monnaie centrale est en train de se transformer aujourd'hui en se désencastrant de la dette. C'est une évolution intéressante qu'il faut analyser. Le problème, alors, c'est une évolution intéressante parce que on pourrait créer comme ça, si vous voulez, de la monnaie centrale et l'affecter à toute autre chose
que des achats de titres de dette sur les marchés financiers. Mais pour le moment, eh bien, cette monnaie centrale désencastrée de la dette, si je puis dire, eh bien, à qui profite-t-elle? Pour le moment, elle profite au marché et aux banques, c'est-à-dire à ceux à qui la Banque centrale rachète des titres, d'accord, rachète les titres qu'ils détiennent. Bon, donc ça c'était pour vous faire un petit point, et je suis trop longue en fait, mais c'était pour vous faire un petit point sur les deux grandes opérations, d'accord, de politique monétaire actuelle, et pour attirer votre attention sur le fait que ça transforme quand même, ça transforme le mode de création de la monnaie centrale, mais au bénéfice des banques et des marchés. Alors justement, je voudrais dire un mot des effets en fait macroéconomiques et financiers de ces opérations. Est-ce que ces opérations sont efficaces? Est-ce que ces opérations profitent à l'économie réelle? Est-ce que cette, si vous voulez, cette politique monétaire très très accommodante a les effets qu'on attend, d'accord, sur l'économie réelle? Bon, eh bien sûr, on peut débattre de cette question-là, et si vous invitiez des économistes de la Banque de France ou de Banque centrale, ils m'apporteraient sans doute la contradiction, d'accord? Mais ce que l'on peut constater, sans avoir certes le contrefactuel, c'est que les effets sur l'investissement, sur l'emploi, sur la croissance sont faibles. Alors, si les banques centrales n'avaient pas fait ça, peut-être que ça aurait été pire. Hein, c'est en ça que je dis qu'on n'a pas le contrefactuel. Mais en attendant, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des milliers de milliards de monnaie centrale créées pour des effets, d'accord, sur l'investissement, l'emploi, la croissance assez faible. Alors, vous me direz, mais ça, au fond, ce n'est pas l'objectif primordial de la Banque centrale européenne. L'objectif primordial de la Banque centrale européenne, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas la croissance, c'est la stabilité des prix. Est-ce que, par ces opérations, la Banque centrale parvient à piloter l'inflation comme elle le voudrait? La réponse est non. D'accord, hein, le constat, si vous voulez, que l'on peut faire, c'est que ces opérations-là, dont on voudrait en fait qu'elles mettent en circulation beaucoup plus de monnaie dans l'économie et que ça se traduise ensuite eh bien, par une augmentation du niveau général des prix. Parce que je rappelle qu'en ce moment, si vous voulez, on est dans une situation où l'inflation est trop basse par rapport à la cible de la Banque centrale. D'accord ? On est dans une situation de déflation latente. Le problème du moment, ce n'est pas l'inflation. Le problème du moment, c'est la déflation. Et il faut que la Banque centrale regagne sa cible. Est-ce qu'elle y parvient ? La réponse est non. Alors peut-être qu'on va être surpris par la remontée de l'inflation venant des États-Unis, qu'on va avoir des effets d'inflation importés, etc. Mais en tout cas, si l'inflation remonte, ça ne viendra pas à des opérations, d'accord, de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Au niveau financier, quels sont les effets de tout ça? Il y a des effets macro-financiers qui sont assez ambigus. Pourquoi c'est ambigu? Parce que, si vous voulez, on sait pertinemment que ces opérations sont menées, au moins à court terme, pour apporter la liquidité qu'il faut aux banques et aux marchés. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, à court terme, il s'agit de sécuriser, d'accord, les banques et les marchés, en tout cas de faire en sorte que ce ne soit pas la panique dans le secteur bancaire et financier. Et donc, au fond, ces opérations, ce sont des opérations de soutien du secteur bancaire et financier à court terme. Le problème, c'est que ces mêmes opérations, eh bien, à moyen long terme, pourraient déstabiliser profondément le secteur bancaire et financier. Alors, pourquoi? Parce que, en ce qui concerne les marchés sont sous la perfusion permanente aujourd'hui de la monnaie centrale, avec, vous voyez, la monnaie centrale, la banque centrale, pardon, qui s'est transformée en très gros investisseurs sur les marchés et qui administre complètement le marché. C'est la banque centrale aujourd'hui qui tient le marché, et c'est partout pareil. D'accord, aux États-Unis, c'est la même chose, c'est la Fed qui tient complètement le marché. Ça veut dire que les marchés sont je dirais presque sous administration de la Banque centrale, sous la perfusion en fait de la liquidité centrale. Et
ça va être très compliqué ensuite, si vous voulez, de défaire cette perfusion et de faire en sorte que les marchés puissent retrouver un fonctionnement normal. D'accord, hein, donc c'est assez drôle, si vous voulez, quand même, que ce lieu emblématique du capitalisme contemporain soit autant sous perfusion, autant administré. C'est quand même un peu cocasse. Le deuxième point pour lequel ça pourrait être déstabilisant à moyen long terme, c'est que avec ces rachats massifs d'actifs, eh bien, la demande de titres, si vous voulez, émanant des banques centrales augmente, donc le prix des titres sur les marchés augmente, et puis l'abondance de liquidités fait que des investisseurs qui se retrouvent avec des liquidités vont aller sur d'autres segments de marché plus rémunérateurs, les marchés d'actions, et ainsi, vous avez des augmentations de prix. Alors, en premier lieu sur les marchés obligataires, d'accord, c'est à ça en fait que servent les opérations de rachat d'actifs de la Banque centrale, mais également sur d'autres segments de marché, sur les marchés boursiers, avec des indices boursiers qui sont aujourd'hui au plus haut et qui amènent, si vous voulez, à constater une déconnexion assez effarante entre les marchés financiers tonitruants et puis nos économies qui sont encore quand même pas mal affectées et dont on se demande si elles vont réussir à repartir et comment elles vont repartir. Donc, vous avez ces phénomènes de bulles potentielles avec des augmentations de prix d'actifs qui, pardon, si elles s'auto-alimentent, si les augmentations de prix d'actifs, si vous voulez, vont croissant, des bulles peuvent se former et si ces bulles éclatent, on ira, dans ce cas, au-devant d'une crise financière. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui pourrait se révéler déstabilisant, c'est que la Banque centrale, vous voyez, aide les banques en donnant accès à sa liquidité, à coût nul, voire même en subventionnant tout cela. Et de leur côté, les autorités prudentielles, les autorités de surveillance, ont opté pour une stratégie pendant la crise sanitaire consistant en fait à relâcher les contraintes prudentielles c'est la façon dont elles le justifient, pour donner aux banques une sorte de bouffée d'oxygène, d'accord, et que les banques soient plus en capacité de répondre aux demandes de crédit de leurs clients. Bon, ça aussi, en fait, ça peut se révéler déstabilisant parce que, au final, il se peut que les banques ensuite ne soient pas en mesure d'absorber les pertes qui vont peut-être se présenter, qui vont s'accumuler si il y a finalement beaucoup de crédits qui ne seront pas remboursés et si les faillites qui n'ont pas eu lieu jusqu'à présent parce que les entreprises étaient aidées, finalement, si vous voulez, se retrouvent en décalé. D'accord ? Donc, si on est dans cette configuration-là, il y aura des pertes pour les banques et le relâchement prudentiel aura fait que les coussins amortisseurs de fonds propres auront été complètement dégonflés. Et les banques n'auront plus rien pour absorber ces pertes. Bon, ce que je suis en train de vous dire, en gros, c'est que ces opérations-là de politique monétaire, elles vont finalement pas tellement dans le sens de la stabilité économique, pas tellement dans le sens de la stabilité monétaire, de la stabilité des prix, et pas tellement dans le sens de la stabilité financière à moyen long terme. Et ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, elles ne vont pas vraiment dans le sens des objectifs qu'on confie à la Banque centrale européenne. D'accord ? Et vous savez, souvent, on nous rabat les oreilles quand même avec le mandat de la Banque centrale européenne. Il y a plein d'opérations dont on dit que elles ne pourraient pas se faire parce qu'elles ne sont pas compatibles avec le mandat de la Banque centrale européenne. Eh bien, moi, ce que je constate, c'est que les opérations actuelles ne vont pas dans le sens du mandat, en tout cas dans le sens des objectifs qui sont au cœur du mandat de la Banque centrale européenne. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait tout arrêter ? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on pourrait... il faudrait recommander, si vous voulez, d'arrêter ces opérations, notamment ces opérations d'achat d'actifs.
La réponse, en fait, est non. D'accord ? La réponse est non, et pourquoi ? Parce que je viens de vous dire qu'en fait, ça ne marche pas, que ça ne va pas dans le sens des objectifs de la Banque centrale européenne, mais pour autant, est-ce qu'on pourrait les arrêter ? Eh bien, dans le cas de la zone euro, la réponse est clairement non, parce que, en fait, ces opérations de rachat de titres, dont je vous ai dit que c'était essentiellement des rachats de titres de dette publique, d'accord ? Eh bien, à quoi servent-elles ? Elles servent à ce que les États de la zone euro puissent emprunter aux taux les plus bas, d'accord ? Et à des conditions qui ne soient pas trop différentes les uns des autres. C'est à ça que servent ces opérations de rachat de titres de dette publique aujourd'hui. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne ne présente pas les choses comme ça. Mais en fait, par ces opérations-là, elle apporte une assistance financière aux États de la zone euro. Et pourquoi doit-elle apporter cette assistance financière aux États de la zone euro ? Bien parce que, en fait, les États de la zone euro ont chacun leur dette. On n'a pas d'union budgétaire en zone euro, et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on a une monnaie, 19 dettes, on a 19 États qui vont chacun emprunter sur les marchés. D'accord ? Et c'est ainsi qu'ils se financent. Ils empruntent sur les marchés, ils se soumettent à la pression des marchés, ils se soumettent aux humeurs et à la cyclothymie des marchés. Et si la Banque centrale européenne n'était pas là derrière pour rassurer les investisseurs, eh bien, les États de la zone euro ne se financeraient pas au même taux, et surtout, il y aurait des écarts de conditions de financement entre les États de la zone euro qui seraient sans doute tout à fait significatifs. Donc, vous voyez qu'en fait, par ces opérations de rachat d'actifs, eh bien, la Banque centrale apporte, sans vraiment le dire, une assistance financière aux États, en tout cas la seule qui soit compatible avec l'article 123 de son mandat, parce que ça, c'est précisément un article qui lui interdit fermement d'apporter une assistance financière aux États. On pourra discuter de ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Est-ce qu'il faut changer cela ? Eh bien, en fait, la Banque centrale, par ses opérations, interroge un peu cette interdiction, mais elle réalise des opérations d'achat d'actifs dont on considère qu'elles sont compatibles avec cet article 123 qui a interdit l'assistance financière, parce qu'elle intervient non pas sur le marché de l'émission, mais sur le marché de l'occasion, sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'elle achète les titres une fois qu'ils ont déjà été émis et qu'ils ont déjà été achetés. Donc, elle les achète à des investisseurs qui les possèdent déjà. Ces investisseurs, ce sont des banques, mais ce sont aussi des fonds d'investissement, d'autres acteurs financiers. C'est important d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire, si vous voulez, que la liquidité abonde, pas seulement pour les banques, mais pour d'autres acteurs financiers qui profitent, d'accord, de cette liquidité centrale. Bon, j'ai été longue. Un mot sur politique budgétaire. Au niveau de la politique budgétaire, on a un plan européen de 750 milliards d'euros. Alors, qui a un aspect très intéressant au niveau de la solution de financement envisagée. D'accord ? Parce qu'une grande partie du financement de ce plan va reposer sur en fait un emprunt mutualisé de la Commission européenne au nom de l'Union européenne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une union budgétaire, mais ça veut dire qu'il y a quand même, si vous voulez, la prise de conscience que si on ne partage pas ce risque de défaut souverain, si on ne mutualise pas les emprunts, eh bien, ça pose un problème. Donc ça, c'est intéressant. Cela étant, ce plan de 750 milliards d'euros, il commence à faire un peu pâle figure comparé au plan américain qui ont été annoncés. Denis l'a dit, ça fait près de 4 000 milliards de dollars qui vont être investis, enfin qui vont être dépensés en tout cas par l'administration de Joe Biden. Et ce qui est intéressant au niveau du plan, au niveau des plans américains, c'est que en fait, dans ces 4 000 milliards de dollars, vous avez à peu près 2 000 milliards d'investissements en infrastructures. Alors, bien sûr, on peut penser, si vous voulez, que ça ne fait que combler
retard des États-Unis en la matière très très important et peut-être plus important que chez nous. Cela étant, nous aussi, on a besoin de changer pas mal d'infrastructures. D'accord ? Et notamment, si on veut réaliser la transition écologique, on a besoin, en fait, d'investissements d'infrastructures et nos plans de relance, alors que ce soit le plan EU Next Generation que j'ai mentionné à 750 milliards d'euros, ou les plans nationaux que ce plan européen vient subventionner en partie, eh bien, ce sont des plans qui sont, Denis l'a dit tout à l'heure, qui sont surtout tournés vers l'offre, et vers l'offre, en fait, du secteur privé. D'accord ? Et très peu vers la demande, très peu vers le soutien à la demande, alors que aux États-Unis aussi, alors certes avec une précarité plus grande, une protection sociale beaucoup plus faible, eh bien les plans se doivent d'être davantage tournés vers la demande, mais chez nous aussi, on aurait besoin de tourner davantage les plans européens et nationaux vers le soutien à la demande, et chez nous aussi, on aurait besoin de beaucoup plus d'investissements, en partie beaucoup plus d'investissements publics dans la santé. Je pense que la crise sanitaire a démontré qu'on avait besoin d'investissements publics dans la santé, dans l'éducation, d'accord, et bien entendu dans la transition écologique si on veut respecter les objectifs que l'Union européenne s'est fixés à l'horizon 2050. Donc, se pose vraiment la question de savoir eh bien, s'il faut à la fois accroître ces plans et puis les réorienter, d'accord ? Donc, c'est une question qui commence à être un peu discutée en France. Est-ce que si on amplifie ces plans de relance, est-ce que on pourra continuer de les faire reposer sur l'endettement des États nationaux de la zone euro sur les marchés ? D'accord ? Ça, c'est quand même une sacrée question qui se pose aussi, parce que les mêmes qui vous disent aujourd'hui, mais whatever it takes, il n'y a pas de problème, laissons la dette augmenter, eh bien, sont aussi ceux qui, demain, vous diront « Ouh, attention, hein, il faut veillons à la soutenabilité de la dette ». Et au nom de la soutenabilité de la dette, eh bien, les investissements que l'on a besoin de réaliser ne seront pas réalisés. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi, si vous voulez, qu'il faut essayer de se tourner vers des solutions alternatives. Je vois que l'heure tourne, mais je voudrais peut-être, pour lancer d'ailleurs certaines questions, éventuellement des participants, dire que oui, il y a des solutions alternatives. Oui, on pourrait avoir en matière de politique économique des solutions beaucoup plus innovantes que celles que l'on a aujourd'hui. Au niveau de la politique monétaire, si on voulait mieux transmettre les effets de la politique monétaire à l'économie réelle, eh bien, on pourrait faire ce que l'on appelle de la monnaie hélicoptère. La monnaie hélicoptère, ça consiste à transférer la monnaie centrale en évitant d'emprunter le canal des banques et le canal des marchés, puisque ces canaux, aujourd'hui, eh bien, sont des canaux qui, en fait, ne sont reliés qu'à eux-mêmes, sont plus suffisamment reliés à l'économie réelle et donc n'acheminent pas, si vous voulez, les impulsions de politique monétaire vers l'économie réelle. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Ça semble aujourd'hui, si vous voulez, encore quelque chose de sans doute d'un peu trop... Parfois, certains disent que c'est quelque chose de farfelu, c'est de la monnaie magique, etc. Il y a beaucoup de travaux ces dernières années qui ont été réalisés sur la monnaie hélicoptère, beaucoup de littérature économique sur cette question-là. Alors certes, oui, moi j'en ai pris conscience en travaillant sur ce sujet, ça implique de modifier le mode, la conception de la création monétaire de la Banque centrale. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire créer plus de monnaie centrale. Mais ça veut dire la créer sans contrepartie et donc la désencastrer complètement de la dette. Donc ça implique, si vous voulez, un changement de conception. Mais je vous l'ai dit, en fait, finalement, avec les rachats d'actifs, déjà, la Banque centrale peut peut-être, si vous voulez, ne présente pas les choses comme ça, mais au fond, elle a déjà commencé à désencastrer la création de monnaie centrale de la dette. Il y a une deuxième alternative qui n'est pas du tout antinomique de la monnaie hélicoptère, qui serait intéressante.
c'est l'annulation conditionnelle des dettes à l'actif de la Banque centrale. Alors, on a beaucoup discuté, débattu de ces sujets-là par les rachats d'actifs accumulés depuis la crise financière. L'eurosystème détient, je vous l'ai dit, beaucoup de titres, et en particulier beaucoup de titres de dette publique. Il y a plus de 3 000 milliards de titres de dette publique à l'actif de l'eurosystème. D'accord ? Si on annulait ces créances que détient la Banque centrale, conditionnellement à de l'investissement dans l'éducation, dans la santé, dans la transition écologique, on aurait là la possibilité de réaliser 3 000 milliards d'investissements publics qui ne feraient pas augmenter l'encours de dette. D'accord ? Ce serait 3 000 milliards d'investissements publics à dette constante qui nous éviterait la pression du marché, d'accord, et qui permettrait de réaliser des investissements qu'on ne réalisera pas sinon. Parce que les mêmes qui vous disent qu'il n'y a pas de problème avec la dette, demain vous diront qu'il faut veiller à la soutenabilité de la dette. D'accord ? Alors, je sais qu'il y a d'autres oppositions à cela, on pourra, si ça vous intéresse, en rediscuter. Et par ailleurs, si vous voulez, se pose aujourd'hui, je vais terminer sur ce point-là, se pose aujourd'hui vraiment la question, en fait, de la combinaison entre politique monétaire, politique budgétaire et la question de la relation entre banque centrale et État. D'accord ? Est-ce que cet article que j'ai mentionné, qui est au cœur du mandat de la Banque centrale, cet article 123, qui interdit à la Banque centrale d'apporter une assistance financière aux États, de financer directement les États, est-ce que ça, c'est toujours ce dont on a besoin aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est adapté aux besoins de nos économies? Est-ce que, avec cette interdiction, on arrivera à faire la transition écologique? La réponse est non. D'accord ? Ça veut dire, si vous voulez, qu'on va devoir quand même, dans un avenir proche, réfléchir en fait à cette relation entre banque centrale et trésor et interroger cette indépendance de la Banque centrale, ou en tout cas, si vous voulez, cette interdiction, cette interdiction pour la Banque centrale de venir financer les États. Ça avait éventuellement du sens à une époque où le problème, c'était l'inflation, et où on ne voulait pas qu'un financement trop facile des États auprès de la Banque centrale nourrisse l'inflation. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est plus l'inflation. D'accord ? En outre, si vous voulez, nos économies sont tellement financiarisées que même quand il y a beaucoup de monnaie en circulation, eh bien cette masse de monnaie en circulation, elle ne se traduit pas par une augmentation du niveau général des prix des biens et services. D'accord ? Donc, le lien qui a pu exister un certain temps, peut-être à l'époque de Milton Friedman, entre la quantité de monnaie en circulation et le niveau général des prix, il n'existe plus. D'accord ? Donc, tout cela fait qu'on devrait quand même largement aujourd'hui interroger cette interdiction au cœur du mandat de la Banque centrale et ne pas s'interdire de penser à un changement assez substantiel du mandat de la Banque centrale dans la zone euro particulièrement, de façon à ce que la monnaie centrale soit bien davantage au service des économies de la zone euro. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci Isabelle, merci Denis. Bon, nous avons eu deux exposés introductifs particulièrement intéressants et clairs. Alors voilà, il y a des questions, j'en ai 6 ou 7. Je vous propose peut-être de vous donner les 3 premières. Vous faites une réponse à ces 3 premières et puis je donnerai les suivantes. Alors je suis désolé, mais c'est moi qui vais devoir lire les questions en essayant de ne surtout pas trahir la pensée de celles et ceux qui les ont posées. Alors, la première question, donc j'en prends 3 et je vous redonne la parole. La première question, c'est est-ce qu'à moyen terme, cette politique monétaire des États-Unis ne va pas les conduire à remonter leur taux d'intérêt? Et si c'est le cas, quel sera l'impact de ces décisions? La deuxième question, c'est en quoi la Banque centrale européenne
européenne, pardon, aurait-elle besoin qu'on rembourse la partie de la dette désenclavée de la dette, en somme, puisque c'est elle qui crée la monnaie? Je ne sais pas si c'est clair. Non, je veux bien que tu reformules la question. Alors, Je n'ai pas bien entendu. en quoi la BCE aurait-elle besoin qu'on rembourse la partie de la dette? Oui. Alors, la première formulation était désenclavé du marché, mais l'auteur de la question a dit après qu'il voulait dire désenclavé de la dette, puisque c'est elle qui crée la monnaie. Donc voilà, en gros, c'est la question du remboursement de la dette. Hein. Et troisième question, dans quelle mesure ces politiques budgétaires et monétaires pourraient-elles prendre en compte la dimension environnementale? Pourquoi n'est-ce pas le cas ou très peu? Voilà les trois premières questions. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que vous repreniez la parole. Alors peut-être pour que tu te reposes quelques instants, je redonne la parole à Denis. D'accord, bon, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il reste finalement pas beaucoup de temps pour la discussion. Sur la première question sur est-ce qu'à moyen terme cette politique, je pense qu'il peut y avoir des bonnes raisons aux États-Unis ou des mauvaises de remonter les taux d'intérêt. Effectivement, il peut y avoir fondamentalement, on est dit dans une économie déflationniste en réalité aujourd'hui, pour multiples raisons qui seraient longues d'expliquer. Mais il peut y avoir des tensions inflationnistes. Il y a des pénuries de composants électroniques, il y a une remontée des taux, des prix des carburants, etc. Donc il peut y avoir aussi de la part des États-Unis la tentation de jouer un peu les taux d'intérêt et de les remonter, parce que ça va poser des problèmes considérables, par exemple, à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, elle ne peut pas se permettre d'une certaine façon, de ne pas suivre les États-Unis s'il y a un mouvement vers la hausse des taux d'intérêt. Elle n'a pas les mains libres, en tout cas pour s'en affranchir. Mais d'un autre côté, la situation économique, la conjoncture dans la zone euro est beaucoup moins dynamique qu'aux États-Unis. Et par conséquent, il y a des raisons très puissantes de ne pas se hâter de sortir de la politique des taux zéro, des taux négatifs dont Isabelle a parlé tout à l'heure. Et donc, ça fait partie, voilà, donc je ne limite pas la réponse à ça, parce que ça fait partie des tensions et des pressions dont l'Europe se trouve l'objet particulièrement vulnérable aujourd'hui. Deuxième question, est-ce qu'il faut rembourser la... Moi, je pense que de toute façon, un jour, tout ça n'aura plus d'importance. Si on crée, mais c'est tout le problème sur lequel c'est là qu'il y aura un débat intéressant avec Isabelle, parce que je pense qu'on n'est pas complètement d'accord là-dessus. Si un jour, l'argent qui est mis en circulation dans l'économie est utilisé pour développer les capacités humaines, l'emploi, les services publics, la formation, alors on va créer des richesses, et on va créer tellement de richesses que le niveau de la dette n'aura plus aucune importance. Et un jour, on décidera peut-être, la BCE décidera peut-être de transformer toute la dette dont elle est détentrice en dette perpétuelle à 0%. Mais on s'en apercevra même pas, parce qu'on aura dépassé le problème. De même qu'on ne s'est pas aperçu qu'on avait absorbé tout l'endettement que les États avaient accumulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a eu une époque de croissance très dynamique dans les années 50 et 60. Donc un jour, la dette d'aujourd'hui, elle sera devenue anecdotique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent aujourd'hui? Et aujourd'hui, l'argent, il va dans les marchés financiers, il alimente l'inflation financière. Moi, je pense qu'on a de l'inflation aujourd'hui, mais elle est dans les marchés financiers, dans les prix d'actifs financiers et accessoirement aussi un peu dans les actifs immobiliers. Et il n'est pas dans les prix à la consommation et encore moins dans les salaires, ça c'est vrai. Mais cette inflation financière, elle est très dangereuse. D'abord parce qu'elle produit des cracks et aussi parce qu'un capital que j'ai placé qui a monté vertigineusement sous la forme de son cours de marché, il réclame toujours sa rémunération, il réclame ses 10 et 15% de rentabilité. Mais 10 ou 15% de rentabilité sur 100 milliards, c'est plus d'argent à pomper sur l'économie, sur le travail des gens, que la même chose sur 20 ou 30 milliards. Donc c'est extrêmement pervers, extrêmement dangereux. Je pense que c'est encore pire que ce que Isabelle a dit. C'est une des grandes menaces qui pèsent sur nous, sur notre économie. C'est aussi grave que le coronavirus. Et donc, la grande question, c'est comment on peut utiliser autrement cet argent. Et là, je rejoins en grande partie Isabelle. Et je n'ai pas les mêmes propositions du tout. Moi, je ne crois pas du tout à la monnaie hélicoptère. Mais par contre, je crois qu'on peut effectivement violer les traités ou les contourner et
imposer que l'argent de la Banque centrale européenne aille alimenter des projets de développement des services publics, mais qui soient démocratiquement décidés par les gens, pas technocratiquement par Bruxelles ou par des taxonomies de dépenses écologiques comme on essaie de le faire aujourd'hui, qui est totalement antidémocratique et bureaucratique. Et pour ça, on a des techniques. On peut avoir un fonds européen qui aurait le statut d'établissement financier, qui serait financé par la BCE, ou on peut passer par la Banque européenne d'investissement ou par des banques comme la Caisse des dépôts en France ou les pays français. Donc voilà. Et là, c'est un débat intéressant. À partir d'intentions qui sont assez communes entre nous. Et enfin, sur la dimension écologique, je vais être extrêmement bref là-dessus. Pour moi, le climat, la biodiversité, l'eau, l'air, mais aussi la santé, parce que la santé, ça fait partie de l'écologie par certains aspects, ce sont des biens communs. Ça devrait devenir des biens communs de l'humanité. Et alors moi, je suis un garçon simple. Pour moi, pour faire des biens communs, il n'y a rien de mieux que des services publics. Mais des services publics, c'est d'abord des gens, c'est des fonctionnaires ou des agents des services publics. Il faut les payer, il faut les former, et bien sûr, il faut leur donner des moyens de travailler. Mais ça demande beaucoup d'argent tout de suite, et ça rapportera beaucoup plus tard. On demande et on offre. J'avais raison, il faut l'offre et la demande, mais pas n'importe quelle offre. Si c'est de l'offre pour polluer la planète et pour exploiter les gens, on ne va pas sortir de nos difficultés. Donc c'est une autre offre qu'il faut, avec d'autres critères de gestion des entreprises, d'autres critères de financement. Et ça, c'est une question, et évidemment, c'est un peu la limite de notre ordre du jour d'aujourd'hui, parce que la macroéconomie telle qu'on la conçoit traditionnellement, elle ne s'intéresse pas du tout à cet aspect des choses. Moi, je me souviens, je termine là-dessus. On avait organisé à la Banque de France, il y a très longtemps, il y a 20 ans, une manif d'employés de la Banque de France, déjà à l'époque, puisqu'il y a un appel aujourd'hui pour combattre les suppressions d'emplois à la Banque de France qu'il faut soutenir, absolument, qu'il faut signer. Mais à l'époque déjà, ça avait commencé en 2003 par là. On avait fait une manifestation en Bretagne, à Redon, à Pontivy. À Pontivy. Il y avait 300 agents de la Banque de France qui s'étaient rassemblés là à l'époque. Et il y a une de mes collègues qui disait, mais notre gouverneur, M. Trichet, il faudrait lui donner un manuel de microéconomie, parce qu'il connaît la macroéconomie, il ne connaît pas la microéconomie, les entreprises, les gens, les décisions. Et ça, c'était une remarque d'assez bon sens. C'est-à-dire, les décisions économiques, elles se prennent partout. Et c'est là que la perversité vient se nicher, sous l'impulsion et sous la pression des marchés financiers. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est ma conviction personnelle. Et c'est sans doute là-dessus qu'on a probablement des approches un peu différentes avec des macroéconomistes très compétents et brillants comme Jésabel Coupé-Soubéran, par exemple. Jésabel. Alors, je vois l'heure si on veut prendre d'autres questions, mais j'essaye d'apporter un élément de réponse. Qu'on pourra prendre, oui. Ouais, j'essaie d'apporter un élément de réponse rapide à chacune des trois questions. Sur la première question, en effet, finalement, tout va dépendre de l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Tout va dépendre, au fond, des conséquences des plans, des plans de relance. Est-ce que la relance américaine sera inflationniste ou pas? Moi, il me semble que dans la mesure où c'est une relance qui insiste autant sur la demande que sur l'offre et sur les infrastructures, il n'est pas certain en fait que ce soit très inflationniste. Je pense que pour le moment, c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt équilibré. Et donc, s'il n'y a pas trop d'inflation, eh bien, a priori, la Fed pourra attendre un peu avant de remonter ses taux directeurs. Après, si les tensions inflationnistes sont plus vives, alors dans ce cas, oui, elle sera obligée de remonter son taux d'intérêt. Denis a raison, il y aura peut-être une dimension stratégique derrière ça, c'est-à-dire que ça pourrait intéresser la Fed, en effet, de creuser un peu l'écart de taux avec les autres grandes banques centrales, d'attirer encore plus vers elles d'attirer encore plus vers les marchés américains les capitaux internationaux. Si cet écart de taux d'intérêt se creuse, ça ne va pas arranger les affaires de la Banque centrale européenne, d'accord ? D'autant que s'il y a des anticipations d'inflation
derrière tout cela, eh bien, les investisseurs sur les marchés européens seront gagnés aussi par ces anticipations d'inflation. Ça veut dire que pour les États de la zone euro, ça coûtera beaucoup plus cher de se financer sur les marchés. Il faudra que la Banque centrale européenne, dans ce cas, eh bien, continue de racheter encore plus des titres de dette publique pour arriver à faire pression sur les taux d'intérêt de la dette des États. Donc, ça va créer des conditions un peu difficiles au niveau de la zone euro. Deuxième question, est-ce que, au fond, est-ce que les États ont besoin de rembourser cette dette à une banque centrale qui leur appartient? Alors, on a beaucoup, beaucoup discuté de cet aspect-là des choses. Je voudrais juste rappeler que le compte de la Banque centrale, celui des États, ce sont deux comptes différents. D'accord ? Il n'y a pas de compte consolidé entre les deux. Et la dette, c'est beaucoup d'autres choses qu'un contrat financier. Je suis la première à le dire. Mais c'est aussi un contrat financier. D'accord ? Et donc, ça veut dire que quand vous avez un titre de dette publique à l'actif de la Banque centrale, si la Banque centrale ne décide pas d'annuler cette créance, c'était la proposition qu'on faisait en la conditionnant à de l'investissement, si la Banque centrale n'abandonne pas cette créance signifie que l'État ça veut dire que l'État est endetté auprès de la Banque centrale. D'accord ? Donc, comprenez juste bien le schéma, que ce soit clair. Les États s'endettent sur les marchés. Ok ? Donc, ce sont des investisseurs privés qui sont créanciers des États, ou des banques, d'accord ? Créanciers des États. Lorsque les banques revendent les titres qu'elles possèdent à la Banque centrale dans le cadre des programmes de rachat d'actifs, c'est la Banque centrale qui se retrouve créancière des États. D'accord ? Ce que l'article 123 normalement interdit, mais comme là, ça passe par le marché secondaire, eh bien, on ferme les yeux. Donc, la Banque centrale se retrouve créancière des États. Les États doivent rembourser les montants inscrits à l'actif de la Banque centrale. C'est un contrat financier. D'accord ? Donc, on peut avoir une vision complètement abstraite des choses, se dire, oui, ce serait mieux que ce ne soit pas le cas. Oui, ce serait mieux que ce ne soit pas le cas. Mais pour que ce ne soit pas le cas, eh bien, il faut que la Banque centrale abandonne sa créance. Tant que la créance existe, les États doivent rembourser. Alors, on entend aussi beaucoup, mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que les États, ils ne remboursent jamais leur dette, ils roulent leur dette. Eh bien, attention, rouler sa dette, ça veut dire quoi ? Faire rouler sa dette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire emprunter, faire un emprunt nouveau pour rembourser un emprunt ancien. Ça ne veut pas dire ne pas rembourser. Ça veut dire emprunter pour rembourser ce que l'on doit. D'accord ? Et quand on emprunte pour rembourser, généralement, on n'emprunte pas pour investir. On emprunte, en tout cas, ça limite les possibilités. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est bien ce qui justifie la proposition d'annulation conditionnelle que nous avions portée avec des collègues et qui avait donné lieu à une tribune de près de 150 économistes d'Europe. Eh bien, cette proposition, c'était annulons les créances que la Banque centrale européenne, que l'Eurosystème détient sur les États de la zone euro, de façon à ce que les États de la zone euro puissent réinvestir les sommes correspondantes. D'accord ? Et ce n'était pas du tout, si vous voulez, une proposition tournée vers une diabolisation de la dette publique. Ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'est pas il faut absolument réduire la dette publique. Notre idée, c'était au contraire, comment est-ce qu'on investit sans se heurter à cette contrainte de soutenabilité de la dette publique qu'on nous servira tout le temps. D'accord ? Eh bien, avec cette annulation conditionnelle. Après, il est clair que ça, si vous voulez, c'est une solution ponctuelle. La solution pérenne, ce serait de rétablir un cordon de financement direct entre les États et la Banque centrale. Et que les États ne soient plus sous la pression des marchés, ne soient plus obligés d'aller se financer sur les marchés. Cela étant, la Banque centrale, si on rétablit ce cordon de financement, d'accord, eh bien, c'est la Banque centrale qui devient le créancier des États et qui soumet les États à sa pression. D'accord ? Si on veut vraiment qu'il n'y ait plus de pression, que faut-il ? Eh bien, en fait, il faut une vraie monétisation. C'est-à-dire, il faut que la Banque centrale soit transmise aux États sans contrepartie. Il faut du don de monnaie centrale. Alors ça paraît complètement stratosphérique pour le moment. Moi, il me semble qu'en fait, on sera obligé
d'arriver à ce type de solution si on veut vraiment changer le monde. Si on veut faire la transition écologique, si on veut faire une transition sociale et écologique, on sera obligé d'utiliser de cette manière-là la monnaie centrale. Et donc, je pense que ce sont des sujets dont on n'a pas fini de parler. Et pour ce qui est de la dimension environnementale, eh bien, oui, en fait, la monnaie centrale pourrait être mise bien davantage au service de la transition écologique. Alors, il y a une prise de conscience au sein des banques centrales du monde entier que le risque climatique, c'est un problème. Chouette, enfin, ils réalisent le problème. Alors, ils le réalisent de leur point de vue. C'est-à-dire que c'est un problème pour le secteur financier parce que ça peut le soumettre à des risques financiers. Et c'est un problème aussi pour les banques centrales parce que ça peut créer de l'instabilité économique et monétaire. Donc, les banques centrales réalisent qu'elles doivent aujourd'hui prendre en compte le risque climatique, qu'il faut par exemple que dans les opérations de refinancement des banques, eh bien, elles commencent à prendre en compte le risque climatique au bilan des banques, d'accord, et donc à faire ça en fonction du bilan carbone des banques. Elles prennent conscience aussi qu'elles ne peuvent plus acheter n'importe quoi sur les marchés financiers et qu'il faut qu'elles fassent attention à acheter des titres selon des critères environnementaux. On n'y est pas encore, pour l'instant, on sent que c'est dans les tuyaux, notamment au niveau de la Banque centrale européenne, qui procède en ce moment à une révision stratégique de sa politique monétaire. Donc, on va peut-être avoir des décisions vers le mois de juin en ce sens. Ça verdira pas beaucoup, d'accord ? Ça verdira sans doute un petit peu, ce sera du vert clair. Si on veut du vert vif, eh bien, il faut en fait que la Banque centrale finance directement la transition écologique et donc des dons de monnaie centrale vers des projets publics dans la transition écologique. Ça, ça pour le moment, si vous voulez, c'est quelque chose qui semble tout à fait irréalisable parce que ça obligerait à totalement chambouler les traités européens. Donc là, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si on fait ça, il faut le réécrire. Merci. Alors, je vais lire les trois. En fait, ça fait 4 questions. On a un quart d'heure à peu près pour lire les questions et faire les 2 réponses. Alors, voilà. Question suivante. Donc, comment faire localement, notamment au niveau des régions, pour faire en sorte que les milliards dont on parle servent l'emploi et l'investissement? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'une révolution de la pensée de la politique économique de même ambition que celle de Keynes dans les années 30 ne serait pas de dépasser une politique macroéconomique de quantité d'agrégats sans contenu pour aller vers une politique macroéconomique qui se préoccupe de la façon dont les quantités sont utilisées et la question précise, la façon, non pas le secteur, mais le contenu en emploi, qualification, service public versus capital, investissement, matériel. Voilà. Donc, c'est la deuxième question. Troisième question qui cite l'ouvrage de Marlène Banquet et Yeo, c'est peut-être Théo, non, Yeo Bourgeron, dans leur livre « La finance autoritaire », vers la fin du libéralisme, ils font état d'objectifs différents d'une partie de la finance qu'ils nomment la seconde financiarisation. Dans quelle mesure cela influe-t-il sur les politiques macroéconomiques ? Voilà. Il y avait aussi une question sur quels sont les risques de la déflation. Ça peut être intéressant d'y consacrer quelques instants. Et la dernière question, il y en a une dernière à laquelle je répondrai à la fin. L'Union européenne et les États-Unis, j'imagine, non, l'Union européenne et les États créent beaucoup de monnaie au nom de la relance et c'est en contradiction. Il y a une contradiction. Le programme de stabilité de Macron prévoit de couper dans les dépenses publiques. Le quinquennat de Sarko, 1,4% en volume, Hollande 1%, Macron, etc., etc. Enfin bon, donc en gros, c'est cette contradiction entre on dit qu'on va faire de la relance, mais en réalité, on continue de couper dans les dépenses publiques. Voilà. À vous de jouer. On commence par Jésabel. Ok. Bon, comment faire localement effectivement, c'est pas simple ça, parce qu'il faut que au niveau des plans de relance, eh bien,
y ait des mesures qui soient prises, pas simplement au niveau national, mais que tout ça puisse redescendre dans les départements, pardon, dans les régions, dans les collectivités locales. Et bon, c'est pas une question simple. Il faut qu'on trouve les moyens de revitaliser les territoires, vous voyez, tout ce qui a trait aujourd'hui à des innovations monétaires comme les monnaies locales, etc., moi, ça me semble être en fait des pistes assez intéressantes. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a des solutions monétaires innovantes qui peuvent aider à la revitalisation des territoires. Je vais vite, hein, parce que oui, bah oui, on est obligé. Désolé. Alors, révolution de la pensée, je crois qu'il y a plein de choses effectivement à repenser dans la théorie économique, sans doute, et en particulier, moi, pour ce qui m'intéresse au niveau monétaire, je crois que aujourd'hui, si vous voulez, la monnaie n'est pas l'expression du bien commun. Elle n'est pas au service du bien commun. La monnaie, aujourd'hui, elle est, en fait, ça circule surtout au sein de la sphère bancaire et financière, et ça ne vient pas irriguer comme il se doit l'économie réelle. Et donc, il faut repenser. Il faut repenser la monnaie, d'accord ? Réfléchir à comment mettre la monnaie au service du bien commun, et en particulier comment mettre la monnaie centrale au service du bien commun. Et mettre la monnaie centrale au service du bien commun, eh bien, ça veut dire en fait revoir sans doute complètement le mode de fonctionnement de la Banque centrale, en faire un institut d'émission qui agirait en fonction d'objectifs fixés démocratiquement, et qui créerait de la monnaie en l'affectant à ces objectifs, en affectant à la transition écologique, en affectant, pourquoi pas, à un revenu de base, d'accord ? En affectant à des objectifs qui auraient été définis démocratiquement. Et donc ça, si vous voulez, ça nous fait complètement changer. Ça nous ferait complètement changer de paradigme monétaire. Il y a pas mal à faire. Alors, on a planché à l'Institut Veblen sur cette question-là, et on sort une note lundi prochain sur justement cette question de la monnaie au service du bien commun. D'accord ? Et on parle de transition monétaire, on essaie d'éclairer les transformations monétaires du moment. Sur seconde financiarisation, je n'ai pas lu le livre dont vous parlez. On est, si vous voulez, moi je pense que beaucoup de maux actuels dans nos sociétés, hein, les problèmes d'inégalité, les problèmes alors Denis mentionnait aussi des problèmes de productivité, tous ces problèmes-là, des problèmes de précarité, tout ça est en grande partie le chômage, hein, également, enfin les problèmes au niveau de l'emploi. Je pense que c'est en grande partie lié à l'excès de financiarisation de nos économies. Et cet excès de financiarisation fait aussi, si vous voulez, que la monnaie circule mal, d'accord ? Et la monnaie est mal partagée, en quelque sorte. Donc, on a une sphère bancaire et financière qui déborde surtout, et qui exerce son pouvoir, et qui aujourd'hui se dote même du pouvoir monétaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous ces titres financiers qui sont rachetés par la Banque centrale et qui donc sont ainsi transformés en monnaie centrale, c'est de la quasi-monnaie. Et ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la monnaie s'est financiarisée. La finance a le pouvoir monétaire. D'accord ? C'est plus seulement les banques qui ont le pouvoir monétaire. C'est cette sphère financière tout entière qui a ce pouvoir monétaire aujourd'hui.
Et donc, contre ça, il faut lutter. Il nous faut absolument définanciariser et remettre la finance à sa place et en refaire, si vous voulez, l'instrument qu'on a besoin qu'elle soit au service de l'économie. La déflation, les risques de déflation. Donc, la déflation, en quoi c'est problématique? La déflation, c'est vraiment une situation léthargique, en fait. La déflation avec une production très 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 basse, des prix qui diminuent. Alors on peut se dire c'est bien les prix qui diminuent, c'est un gain de pouvoir d'achat, mais en fait non, c'est pas ce qui se passe dans cette situation là. On est enfermé dans une situation où il y a à la fois des problèmes de production, des problèmes d'emploi et en fait une baisse du niveau général des prix qui accroît le poids des dettes et qui ne se traduit pas par des gains de pouvoir d'achat. Et enfin, est-ce qu'il y a contradiction entre cette volonté affichée de relance et puis les coupes budgétaires qui ont eu lieu par le passé et qui auront lieu dans le futur? Une contradiction effectivement apparente, si vous voulez, mais je pense que derrière le whatever it takes d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a de toute façon le retour à des coupes budgétaires dès demain. Et c'est aussi à ça que sert la dette. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf en matière de dette. La dette, c'est un instrument de pression. On la laisse augmenter aujourd'hui pour pouvoir dire demain à des pays, à certains pays qu'on jugera trop endettés, eh bien, vous devez... pour pouvoir continuer d'emprunter sur les marchés, eh bien, vous devrez vous soumettre à telle ou telle réforme structurelle, telle réforme des retraites, telle réforme de l'assurance chômage, etc. D'accord? Et au passage, je termine là-dessus, le plan de relance européen, en fait, il attribue les subventions aux pays en les conditionnant à des réformes structurelles. D'accord? Ça, c'est quand même un sacré problème. Parce que ce ne sont pas les réformes structurelles qu'on attend, si vous voulez. Ce n'est pas justement la réforme structurelle de la finance. Merci beaucoup, Isabelle. Denis, à toi. Oui, moi, je vais partir de la même question. Effectivement, on a 2600 milliards de dettes en zone euro. En France, il y en a le quart qui est déjà possédé par les banques centrales de la zone euro. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On freine les dépenses publiques, on supprime des emplois publics, au lieu d'embaucher massivement les infirmières, les médecins, les enseignants, les chercheurs, les agents de police, les agents de l'EDF ou de la Banque de France dont on a besoin. Et on a besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup plus encore que ce qu'on a emprunté. Donc il va falloir emprunter bien davantage que ça. Peut-être d'ailleurs pas emprunter, ça peut être des avances non remboursables, effectivement, de l'argent que les banques centrales vont avancer sans demander de remboursement. Ça s'est fait dans l'histoire. Le plan Marshall, il a fonctionné comme ça à l'époque. Mais donc c'est pas de moins de dettes qu'il faut, c'est beaucoup plus d'avances. Développer les services publics. D'ailleurs, comme aux États-Unis, où la politique a l'air un petit peu plus rationnelle parce qu'ils font davantage ce qu'ils veulent que les Européens qui sont soumis à l'impérialisme américain, ça marche pas très bien non plus. Des gens, enfin, c'est peut-être trop tôt pour en juger, mais Biden dit moi l'emploi, je veux que les Américains retrouvent leur job. Je fais un plan de milliards de dollars. Mais les derniers chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi dernier ont surpris tout le monde. Il y a eu 4 fois moins d'emplois créés que ce qu'on attendait. Alors peut-être que c'est un accident, que ça va s'arranger dans le futur. Mais quand on regarde les explications pourquoi ce résultat a tellement surpris, il y en a quelques-unes qui donnent à penser. Par exemple, que les entreprises se sont organisées pendant le confinement pour travailler avec moins de gens, en faisant des gains de productivité. Et ça, c'est un puissant facteur de déflation, entre parenthèses. Et c'est ça qui ne va pas du tout. C'est ça qui est en train de miner les bases d'une possible retour de la prospérité dans le futur. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Mais comment faire? Dans le passé, on a délégué à l'État de le faire. C'est pour ça, moi, je ne crois pas du tout aux mesures de type revenu universel, monnaie hélicoptère, que sais-je encore, ou voire annulation de la dette. Parce que c'est toujours, on fait confiance au gouvernement, et ensuite, l'économie va se débrouiller avec l'argent qu'elle aura.
On ne peut pas laisser l'économie se débrouiller toute seule parce que l'économie, elle est entre les mains de gens qui ne nous veulent pas du bien. La seule chose qui les intéresse, c'est leur profit. Comme disait Isabelle, c'est les marchés qui commandent. Et donc, il faut prendre le pouvoir. Et moi, je pense que le pouvoir, il ne se prend pas seulement au niveau à l'Élysée, à Matignon, comme dit le slogan dans les manifs. Il se prend partout où il y a des décisions économiques qui se prennent. Donc, c'est à Francfort, c'est à New York, de plus en plus, c'est à Pékin ou à Singapour. Mais c'est aussi localement. Et d'ailleurs, bon, moi, je rêve d'une chose, c'est que les régions, on a des élections régionales dans un mois. Moi, je rêverais qu'on ait plusieurs candidats qui mettent dans leur programme de rassembler toutes les forces vives d'une région à un moment donné dès leur élection en disant maintenant on regarde partout, où faut-il créer des emplois, où y a-t-il des investissements à faire pour la révolution écologique, où y a-t-il des services publics qui manquent cruellement de moyens, doubler les salaires des enseignants, embaucher 100 000 personnels dans les hôpitaux à court terme, etc. Où sont les besoins, comment on les réalise, et ensuite se retourner vers les banques et vers la Banque centrale européenne en disant bah, vous dites que c'est très important les investissements publics, voilà les investissements publics qu'il faut faire. Et ce n'est pas vous qui décidez, c'est nous les citoyens qui décidons. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à la fois très audacieux et en même temps, ça peut être à l'agenda, à l'ordre du jour des débats politiques et puis des luttes sociales qui peuvent se développer aujourd'hui à notre portée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus réaliste que de recycler les idées qui ont si bien marché au XXe siècle. En 80, on a nationalisé toutes les banques, on a étatisé le système financier. Est-ce que ça nous a sorti d'affaires? Bien au contraire. Donc il faut bien innover par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle donne dans les politiques économiques, à mon avis, et qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Merci Denis. Donc nous arrivons au terme de notre séance. Vraiment merci à nos deux intervenants. Merci Isabelle, merci Denis. On a eu un moment particulièrement intéressant, particulièrement riche d'informations et de réflexions. Alors, je veux, puisque je l'ai promis, répondre à une des questions qui ne s'adressait pas à nos intervenants, qui était est-ce que la Fondation travaille sur les relations entre écologie et marxisme? Alors, ma réponse est oui. Nous avons l'an dernier publié un numéro de Silomag qui était consacré à la révolution écologique nécessaire. Et ce Silomag va faire l'objet, on est en train de travailler dessus, d'un séminaire pour le prolonger. Et je précise que toutes les contributions sont les bienvenues. J'indique également que sur ce thème-là, c'est le thème que nous envisageons, alors par un autre biais, pour la prochaine séance du séminaire sur la nouvelle phase du capitalisme dont nous parlons, qui serait intitulée « Le capitalisme peut-il être vert ?» Je crois qu'on a encore des petits problèmes pour en fixer la date définitive, mais je pense que ce sera dans le courant du mois de juin. Enfin, j'indique que pour le séminaire pandémie, la prochaine séance se tiendra le 8 juin à 18h30 et le thème sera « Le travail en temps de crise ». Voilà, mais merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée.